Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libré, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libré. Bonjour Mélanie et bienvenue dans le podcast Mama Libré. Merci de m'avoir invitée, Anaïs. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Donc Mélanie, tu es sage-femme, donc je suis très contente de te recevoir parce que tu es sage-femme et tu as intervenu pendant plusieurs années au sein de l'équipe de la maison de naissance de Bourgoin-Jallieu. Et je voulais aujourd'hui que tu parles des maisons de naissance, de l'accompagnement global qui est proposé par les sages-femmes des maisons de naissance, et puis pour donner des informations aux femmes qui nous écoutent, même aux parents, de comment, c'est quoi une maison de naissance, qu'est-ce qui diffère finalement d'un accouchement à la maison, à l'hôpital ou en plateau technique. Et puis, les informations, comment on arrive à accoucher en maison de naissance, qu'est-ce qui peut motiver, qu'est-ce qui va nous donner l'élan. Ok, il y a plein de trucs à dire. Du coup, il y a plein de choses à dire. Alors, on va commencer peut-être par qu'est-ce que c'est une maison de naissance. Donc, les maisons de naissance, il y en a 6 en France. Il y en a maintenant 3 qui sont dans les DOM-TOM. Donc, il y en a une en Guadeloupe, une à La Réunion et une qui a ouvert début d'année à Tahiti. Et sinon, au sein de la métropole, il y en a 6, dont celle de Bourgoin. Donc, les maisons de naissance, si tu veux, on est au sein d'un hôpital quand même. On est dans la structure de l'hôpital, mais on est tout à fait indépendant. Donc, c'est-à-dire qu'on a un partenariat avec l'hôpital, mais notre maison de naissance, en fait, elle a un statut d'association. Donc, c'est une association de plusieurs sages-femmes libérales qui gèrent en fait les lieux. Et on est avec aussi, bien sûr, des parents, des adhérents qui gèrent l'asso avec nous. Donc, c'est vraiment un échange, si tu veux, parents, usagers et les sages-femmes qui sont les professionnels. Voilà. À Bourgoin, la maison de naissance, elle a ouvert en 2016. Et oui, je m'en souviens bien parce que c'est pile 1 an après la naissance de mon fils. Et j'avais fait l'inauguration, je me souviens de ce lieu. Je trouve que tu vois, dans l'aspect maison de naissance, il y a ce côté un peu cocooning. On est vraiment dans une petite maison un peu quand même. C'est ça. C'est un peu, on essaye de faire comme à la maison. Donc, effectivement, comme je disais, on est au sein de l'hôpital. Mais mes collègues, quand elles ont ouvert la maison de naissance, parce que moi, je n'étais pas encore là en 2016, mais elles ont peint les murs, elles ont décoré pour que ce soit le plus cocooning possible. En fait, ça, c'est vraiment… Ouais, ça, c'est important. Puis, il y a le matériel aussi que vous mettez. Ce n'est pas des lits d'hôpitaux, c'est quand même des lits. Oui, tout à fait. Donc là, on a des lits complètement, des lits classiques. Alors, là, on a fait des lits sur mesure il n'y a pas très longtemps pour que ce soit plus pratique pour tout le monde, plus confortable pour les couples, plus pratique pour nous si besoin. Mais voilà, on a vraiment essayé de mettre des meubles comme des meubles à la maison, en bois, jolis, qui amènent un peu de chaleur. Voilà. Donc, c'est le but de se sentir bien dans ce lieu.
Ouais, de se sentir bien et ce qui est aussi, tu disais, c'est au sein de l'hôpital, donc il y a 1 ou 2 portes battantes qui vous séparent. Par contre, l'entrée est distincte. On rentre pas par Voilà, l'hôpital. tout à fait, c'est ça. C'est important aussi à préciser. L'entrée, elle est tout à fait indépendante. Et donc, les patientes qui viennent à la maison de naissance accoucher, elles ont affaire qu'à nous. Elles n'ont pas affaire à, il faut pas faire l'admission, il faut pas faire tout ça comme dans un hôpital classique. Oui, oui, il y a il y a quand même Ouais, oui, c'est ça. Il n'y a cette pas de prise en passage. charge. Et ce qui est très différent aussi, puisque tu parles de elles ont affaire qu'à vous, c'est que un couple qui souhaiterait accoucher en maison de naissance, il est accompagné au préalable par au moins 2 des sages-femmes, enfin 1 ou 2 des Ouais. sages-femmes présentes à la maison de naissance et qui sera elle-même présente au moment de la naissance. Ouais, voilà. En fait, à la maison de naissance de Bourgoin, en tout cas, parce que après, on a chacune nos façons de s'organiser, de bosser. Enfin, c'est un peu différent dans les maisons de naissance, hein. Mais nous, en tout cas, à la maison de naissance de Bourgoin, on travaille. Alors, en ce moment, il y a deux trinômes, excuse-moi, et une sage-femme qui travaille toute seule. Mais à un moment, il y a eu des binômes. Après, on est beaucoup de femmes et on a des bébés aussi. Donc, du coup, ça bouge un petit peu nos trinômes, nos binômes, etc. Mais en tout cas, on travaille à plusieurs, si tu veux, et nos patientes, elles nous voient pendant la grossesse. Par exemple, moi, je travaille en trinôme avec Camille et Kitri. Et ben, nos patientes, elles nous voient toutes les trois pendant la grossesse pour les consultations, les préparations à la naissance. Et puis, à partir de 37 semaines, donc ça, c'est aussi assez important comme info, c'est qu'on peut accoucher à la maison de naissance à partir de 37 semaines parce qu'avant, le bébé est considéré comme prématuré. Mmh. Et à partir de 37 semaines, on donne un calendrier d'astreinte à nos patientes où elles ont notre numéro et on est d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jours fériés, etc. Pour elles, en fait. Et elles nous appellent, souvent c'est le papa qui nous appelle ou le coparent, le jour où on doit se déplacer pour les accompagner à mettre au monde leur bébé à la maison de naissance. Et Donc, ça, je voilà. trouve que c'est vraiment un élément important et très sécurisant, pour la maman, pour le couple, de se dire donc, il y a que, tu me dis si je me trompe, mais aujourd'hui, quand on accouche, il y a que, dans 3 cas où, il y a cet accompagnement global et on connaît la sage-femme qui sera là au moment de la naissance. C'est quand on accouche à la maison, bien sûr, en plateau technique ou en maison de naissance. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est quand même une plus-value, je trouve, importante et qui est différente de quand on accouche à l'hôpital. On ne sait pas c'est quoi l'équipe. Il y a cette notion de moins cocooning, moins encadrant. Et aujourd'hui, on en parle de plus en plus dans le podcast, mais je suis sûre que tu vas nous en parler plus largement, de l'importance du bain hormonal, de ce bain d'ocytocine. Pour que la naissance, elle se passe au mieux, que la maman et que l'ocytocine, elle est très, très sensible au stress et que le stress, c'est aussi bien avoir froid, que de changer de lieu, que trop de lumière, que trop de bruit, que c'est un lieu inconnu, Voilà, une c'est ça. nouvelle personne. Complètement. Il y a tout ce côté, je connais la sage-femme qui est là le jour J. C'est une sage-femme que j'ai vue pendant ma grossesse avec qui j'ai créé un lien parce que il y a certaines patientes, par exemple, qui nous disent vous êtes 3, donc peut-être que ça va être difficile. Mais non, on fait en sorte de se voir assez pour se sentir à l'aise, pour se sentir bien. Et même au cours de la grossesse, ça nous arrive, pour ainsi dire, jamais. Mais s'il y a quelque chose du côté de la femme ou de notre côté, d'ailleurs, dans la relation qui n'est pas fluide, on va en parler. Parce qu'en fait, le jour J, tu as besoin d'être à l'aise avec moi, en fait. Tu as besoin d'être à l'aise avec ma présence parce qu'on ne fait pas grand-chose. Mais quand tu me vois, ça ne doit pas te mettre un pic d'adrénaline parce qu'en fait, sinon, l'accouchement, il ne sera pas aussi fluide qu'on aimerait. Voilà. Et oui, parce que donc là, quand on parle d'accouchement, comme à la maison, en maison de naissance, il y a vraiment, on parle d'accouchement physiologique. Il n'y a pas d'intervention médicale. Il n'est pas possible de faire une péridurale. Voilà, si jamais il devait y avoir
quelque intervention que ce soit au niveau médical, on est transféré, donc on passe les portes pour rentrer dans l'hôpital, dans la maternité de l'hôpital. Tout à fait. En fait, nous, on suit les grossesses physiologiques. Donc, c'est la plupart des grossesses, hein, bien sûr, mais en tout cas, on suit les grossesses où tout va très bien. Et comme je disais, on a un partenariat avec l'hôpital de Bourgoin, du coup, avec qui on s'entend quand même très, très bien, avec qui on a mis en place des protocoles rien que pour la maison de naissance, si tu veux, qu'on partage avec eux. Et on sait si pendant la grossesse, il y a quelque chose, par exemple, je donne 2-3 exemples comme ça, mais un diabète gestationnel, ça ne veut pas dire que la patiente ne va pas pouvoir accoucher avec nous à la maison de naissance, mais on doit demander quand même un avis à l'hôpital de Bourgoin d'un endocrino, d'un gynéco, pour avoir l'accord de continuer le suivi à la maison de naissance. Donc, en fait, nous, on ne prend pas de risque. On veut que la grossesse se passe, voilà, que ce soit de façon physiologique. Et en fait, c'est la base du métier de sage-femme à la base. Hein. Ça, c'est vraiment le suivi physiologique, c'est notre métier, en fait. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous donner plus de précision? Parce que pour les femmes qui nous écoutent, il y en a beaucoup pour qui, alors je le répète, mais j'ai à cœur de le répéter, c'est pour toi, c'est quoi la physiologie? Qu'est-ce que tu appelles naissance physiologique? Alors, naissance physiologique, c'est une naissance qui, pour moi, se passe bien sans aucune intervention. Où tout va bien, où le bébé va bien, où tout se déroule en fait, de façon fluide, tout simplement, où il n'y a pas de pathologie qui vient interférer dans le travail. Par exemple, des saignements, un bébé qui nous montre qu'au niveau de son petit cœur, les contractions sont un petit peu intenses et qu'il a du mal à gérer. Voilà, ça c'est… Mais après, c'est hyper… on pourrait faire… voilà, tu vois, mes patientes, je les prépare à l'accouchement physiologique. On se prépare pendant quasiment 9 mois quoi, pour bien comprendre au niveau de la sécrétion hormonale, au niveau de tout ça. C'est naturel et à la fois, c'est très complexe si on se plonge vraiment dans l'explication d'un travail physiologique, d'une naissance physiologique. Mais si tu veux, pour en revenir à la grossesse, une grossesse physiologique, c'est où il n'y a pas de pathologie qui est développée en fait pendant la grossesse aussi. Donc après, alors un petit diabète bien équilibré, juste sous régime, c'est une pathologie, mais mineure. Par exemple, une femme qui vient en première consultation et qui me dit, là, je prends un gros truc, mais j'ai fait un AVC à 20 ans. Alors là, déjà, ça sera une grossesse qui sera un peu plus suivie parce qu'il y a plus de risques. Et nous, en tant que sage-femme en maison de naissance, on peut pas se permettre de suivre cette patiente et l'accompagner pour son accouchement parce qu'il y a un risque qui est une pathologie au cours du travail. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Oui, bien sûr. Là, j'ai donné un peu les extrêmes, mais je veux dire, voilà, après, ça, si tu veux, nous, on a un tableau qui nous a été donné dans le cahier des charges de la maison de naissance pour nous dire, voilà, ces femmes, vous avez le droit de les accepter, ces femmes-là ou celles-ci, vous n'avez pas le droit parce qu'elles ont cet antécédent-là où il se passe ça pendant la grossesse. D'accord. Et par exemple, un autre exemple qui me vient en tête et que j'entends souvent dans les différents témoignages de mamans, une maman qui aurait eu un premier enfant avec une césarienne, est-ce que ça fait partie des critères d'exclusion d'office? Ouais, ça c'est une contre-indication. Quand il y a un utérus cicatriciel, c'est une exclusion, voilà, malheureusement. Pour la maison de naissance. Voilà, tout à fait, pour la maison de naissance. Et je sais que pour avoir eu écho des plateaux techniques, ça dépend. Il y en a qui acceptent, il y en a qui acceptent pas. Mais ça dépend aussi de la convention avec l'hôpital. Voilà. C'est vrai que quand il y a eu un antécédent de césarienne, pour l'instant, même si bien sûr que la voix basse est possible et elle est même indiquée et on pousse. Merci de le repréciser. Non, mais il faut le dire parce que c'est vrai que parfois on le dit pas, parfois on a aussi. Il y a moi j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est les discours que
on a pu avoir à l'hôpital pour ces patientes en disant de toute façon, votre bassin, il est trop petit, votre bébé, il passera jamais, même si vous en avez un autre. Il faut arrêter ces discours-là, en fait. Ça se fige dans l'esprit, ça se fige. Et en fait, ça fait que les patientes, elles ont peur après d'un futur accouchement, alors que faut pas oublier qu'on a tout pour bien accoucher. On a tout en nous, notre bébé a tout en lui pour avoir une naissance qui se passe bien, en fait. Donc, il faut avoir confiance en ça. Et après, une césarienne. Alors, parfois, en plus, on a une césarienne parce que notre bébé était en siège. Parfois, peut-être que toutes les conditions n'étaient pas réunies et qu'on a eu une césarienne pour telle ou telle raison. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça, mais on peut accoucher par voie basse après une césarienne, bien sûr. Heureusement. Oui, bien sûr. Bien C'est sûr. important Ça, de le repréciser. Et en effet, je te rejoins sur l'aspect émotionnel et de ce que les femmes, elles entendent qui génère de la peur. Et ça, c'est très, très important. Et toi, tu dois beaucoup le voir dans tes accompagnements, de traiter toutes les peurs, de vraiment même les lister en amont et d'en parler avec Bien sûr. vos sages-femmes, pour que pouvoir les soulever une à une et se dire, ah, ok, ça n'a pas, en fait, ça n'a pas sa raison d'être. Et Voilà. de pouvoir s'en libérer parce que la peur, c'est aussi un ennemi, et je dirais même que c'est l'ennemi premier d'un accouchement qui se passe bien. En fait, la peur, ça amène de l'adrénaline. Et Voilà. du coup, si tu arrives à ton accouchement, alors après, c'est normal d'avoir des petites D'avoir de appréhensions. l'appréhension. Ouais, bien sûr. En Ouais, ton non, doute bien. C'est normal en fait. Ça, c'est tout à fait normal. Mais après, comme on dit toujours avec mes collègues quand on accompagne nos patientes, c'est la prépa, les consultes servent à ça en fait, à ce qu'on se connaisse. Moi, je suis pas là en tant que professeur à te dire, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Moi, le but avec mes patientes, c'est vraiment de leur expliquer la physiologie. Donc, c'est quoi le déroulement classique, les différentes étapes, les freins voilà, comme tu disais, tu parles de l'adrénaline. Pourquoi l'adrénaline, elle est ennuyeuse? Elle est ennuyeuse parce que c'est un impact sur la sécrétion, par exemple, de l'ocytocine. L'ocytocine qui est hyper importante dans un accouchement qui se déroule bien, un col qui se dilate bien, enfin tout ça, quoi. Complètement. En fait, on va leur expliquer tout ça. Moi, je commence toujours mes prépas déjà par faire dessiner au papa et à la maman un utérus avec un bébé dedans, le col de l'utérus, juste pour mettre les bases en fait. Parce que souvent, il y a plein de femmes qui sont pas au courant en fait de leur anatomie, de ce qui se passe en elles. Et ça, c'est hyper important. Et en fait, quand on comprend, je pense que c'est plus fluide en fait, ça se passe mieux, les hormones sont mieux sécrétées et comme tu dis, la peur c'est l'adrénaline et plus on a de peur sur lesquelles on n'a pas mis de mots ou où on nous a pas expliqué en fait, faut les délayer ces peurs, faut connaître leur origine et faut essayer de les apaiser et parfois on les annule pas complètement mais on les transforme en petite appréhension et je pense que c'est déjà un gros travail et c'est super. Et en prépa, vraiment, nous, on travaille là-dessus et des fois, on va parler pendant 2-3 prépas d'un même sujet parce que la femme a besoin de ça. Moi, mes prépas, c'est pas aujourd'hui on parle de ça, aujourd'hui on parle de ça, aujourd'hui on parle de ça. Non, on parle de ce que tu as envie aujourd'hui parce que c'est un suivi personnalisé. C'est le but en fait. C'est vraiment le but et ce qui est génial d'ailleurs dans l'accompagnement global. Bon, là, je prêche un peu pour ma paroisse, mais ce qui est génial, c'est que du coup, c'est vraiment jamais la même chose. Dans le sens où on a des individus hyper différents à chaque fois, qui ont des peurs différentes, qui ont des questions différentes, et c'est ça qui rend hyper riche l'échange, parce que j'insiste bien là-dessus aussi, c'est un échange avec les couples. C'est pas, comme je disais tout à l'heure, moi, je t'apprends, c'est moi qui ai le savoir, et non, c'est pas ça en fait. Et quand tu parles d'accompagnement global, est-ce que c'est un terme qui est propre à votre maison de naissance ou c'est quelque chose qu'on peut retrouver un peu partout? Alors, par exemple, accompagnement global, les sages-femmes qui font les accouchements à domicile, qui accompagnent les femmes, elles font aussi de l'accompagnement global. Celles qui sont en plateau technique aussi. En fait, accompagnement global, ça veut dire qu'on te suit pendant la grossesse,
pour les consultations tous les mois, les préparations à la naissance. Alors, nous, par exemple, on ne fait pas les échographies, mais il y a des sages-femmes qui font les échographies aussi, par exemple. Et puis, tu es là le jour de l'accouchement et tu suis aussi le postpartum, le retour à la maison. Ça, c'est l'accompagnement global. Les sages-femmes libérales qui sont en ville, la plupart du temps, elles se disent semi-globales parce que la patiente, elle accouche à l'hôpital. Donc, il y a ce côté accouchement qu'elle n'assure pas. Oui, il y a quelque chose aussi d'hyper important sur la préparation globale. Tu es là, donc pendant la grossesse, tu fais tout l'accompagnement, parfois, pas les échographies, la préparation à la naissance, le jour de l'accouchement. Et dans le postpartum aussi, vous vous déplacez, non? Vous venez à domicile? Donc ça, c'est quand même un truc qui est précieux aussi dans ce retour, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais quand tu accouches en maison de naissance, tu ne restes pas. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Tout à fait. Donc, du coup, donc la femme vient accoucher à la maison de naissance et elle ne reste pas. Donc, en fait, après l'accouchement, après la délivrance, en général, les patientes doivent rester minimum 2 heures pour qu'on s'assure que les saignements sont OK, que tout va bien, que le bébé s'adapte bien à la vie extra-utérine, que l'allaitement se mette bien en place, enfin… Voilà, tout ça. On essaye de voir si tout va bien. On est très vigilante. Et puis, au bout de 2-3 heures, on va faire tranquillement les soins du bébé, de la maman. Et puis, ils vont rentrer tranquillement à la maison à 3 avec leur bébé. Des fois, on a des patientes, je me rappelle, j'ai une patiente qui avait accouché en 10 minutes. Et donc, elle était restée en tout, franchement, 2h30 à la maison de naissance. 2h30. 2h10. Et son mari me dit, on est juste allé chercher notre pain à la boulangerie, il y avait un peu de bouchon et on est rentré, quoi. Je dis, oui, c'est un petit peu ça. T'es pas resté très longtemps. Mais c'est vrai que il y a ce côté-là. Donc, ce côté-là qui peut parfois faire peur. Hein. C'est très rigolo parce que lors de nos premiers rendez-vous, souvent, c'est le papa qui a peur de ça, qui nous dit, mais attends… comment ça va se passer en fait le retour à la maison et on les prépare aussi à ça pendant la prépa. On va leur dire voilà, écoute, tu peux faire ça. On leur donne des petites choses, des petites astuces aussi, préparer les repas à l'avance, avoir des trucs dans le congèle, des trucs qui paraissent tout bêtes, mais en fait qui sont si précieux quand tu rentres à la maison. C'est tellement important. Bien sûr, on va leur parler aussi des visites, d'éviter les visites trop longues à la maison, parce qu'il y a ça aussi. À l'hôpital, les visites, c'est quand même un petit peu filtré, surtout depuis le Covid. Quand tu es à la maison, les gens, ils ont plus tendance à venir te voir, en fait. Bien Donc, sûr. on les prépare aussi à ça, aux messages qui peuvent faire passer à la famille pendant la grossesse déjà, en disant si tu viens… Alors, si vous venez penser au plat mijoté. C'est ça, tout à fait. À la petite cagette de légumes, de fruits frais. C'est ça. Non, mais voilà, il y a ce côté-là de retour à la maison. Et nous, en fait, on passe tous les jours, au moins les 4 premiers jours. Donc, c'est une des sages-femmes qui est d'astreinte qui vient. Donc, la patiente nous connaît, bien évidemment. C'est une du trinôme. Et puis ensuite, on passe un peu à la demande en fonction du besoin. D'accord. Mais c'est ce que tu dis, moi ça me rappelle pour ma fille, j'avais fait ce projet d'accoucher à la maison, puis j'ai accouché à la maternité puisque le liquide, comme je te disais, amniotique était teinté. J'ai accouché en 10 minutes. Donc c'est pareil, on m'a obligée de rester les 2 heures et tout, et j'étais de retour à la maison. Et j'ai ce souvenir de l'avoir dans les bras aussi, du retour à la maison, de retrouver ton lit. Alors en effet, ça peut, moi c'était ma deuxième, mais ça peut faire un peu peur, et en même temps c'est tellement agréable de rentrer chez soi, dans ses odeurs, dans son chez-soi, on vient de vivre comme un moment fort, et puis hop, tu retournes dans ton cocon.
Et en fait, là encore, pour les hormones, c'est l'idéal dans le sens où tu vas sécréter plus d'ocytocine dans ton milieu. Enfin, excuse-moi, mais à l'hôpital, j'ai travaillé à l'hôpital. On rentre dans la chambre pour faire ce soin, pour poser une question, pour remplir un papier, pour machin. Ouais. Enfin, c'est pas l'idéal pour la mise en place de l'allaitement, mais quand bien même on n'a pas choisi d'allaiter, il y a aussi tout ce lien avec ce bébé qui se crée avec l'ocytocine et à l'hôpital, bah, c'est pas hyper propice. Donc, quand c'est nécessaire, bien sûr, et ça, j'insiste là-dessus. Et heureusement que ça existe et que c'est là. Heureusement que l'hôpital Ouais. existe. On n'est pas anti-hôpital. Pas Et du tout, ouais. d'ailleurs, quand nos patientes viennent et nous disent au premier rendez-vous, je viens parce que moi, je suis contre l'hôpital, contre la médicalisation, etc., on aura toujours cette réponse, c'est en fait, tu ne viens pas pour les bonnes raisons. Bien Parce sûr. que tu peux pas venir en maison de naissance parce que tu as peur de l'hôpital ou tu es contre l'hôpital. Non, c'est pas possible parce que pour bien accoucher à la maison de naissance, tu dois aussi être en phase et te dire c'est possible que je sois transférée et j'ai confiance quand même en le corps médical qui est derrière cette porte et qui va me prendre en charge correctement parce qu'ils sont très bien pour le coup à Bourgoin. Ça se passe très bien les transferts et on est très content de les avoir en fait. Mais bien sûr, mais d'ailleurs, c'est très drôle que tu parles de ça parce que un des prochains épisodes, là, comme je te disais, je suis en contact avec une maman qui va témoigner dans le podcast, qui a accouché à la maison de naissance de Bourgoin. Ça s'est super bien passé. Et après, elle, elle savait, hein, ça faisait partie de ses prédispositions. C'est une personne qui est hémophile. Oui. Du coup, ça s'est avéré qu'après la naissance, il y a eu hémorragie de la délivrance. Ouais. Et dans son parcours, elle a été transférée. Ouais. Et c'est ce qu'elle dit, et elle va témoigner dans le podcast pour en parler, pour dire, mais en fait, j'étais prête, je savais. Et c'est aussi ça, comme tu dis, d'avoir confiance, de dire, merci l'équipe médicale de me permettre d'être dans ma physiologie, dans le respect de mon projet de naissance quand c'est possible, en étant en sécurité. Bien sûr. Parce qu'elle me disait, moi, je me suis dit, après ma naissance, voilà, si j'avais accouché, si j'étais un animal, une biche, et que j'avais accouché dans la forêt, j'ai trouvé rigolo son témoignage. Elle me dit, en fait, je serais morte parce que j'aurais eu cette hémorragie, je n'aurais pas survécu, j'aurais pas pu m'occuper de mon bébé. Et en fait, à un moment, c'est ça, c'est la médicalisation, elle a permis ça, de pouvoir, quoi qu'il se passe, de permettre à la maman, voilà, une hémorragie, c'est une hémorragie, c'est quelque chose d'hyper grave et on en meurt. Donc, du coup, d'être prise en charge et de survivre, quoi. Bien sûr, c'est sûr. Et nous, tu vois, on leur dit à nos patientes, en préparation à la naissance, on va leur parler de ça, des transferts, des causes de transfert. Bien sûr. On va leur, et pour celles pour qui c'est plus difficile, on va leur proposer aussi de rencontrer l'équipe de l'hôpital. D'y aller, parce que ça démystifie aussi l'hôpital, il faut arrêter. Il y a beaucoup de femmes qui ont très peur de l'hôpital parce qu'elles ont entendu ma cousine, machin, a eu ça. Ok, on aura toujours les pires scénarios qu'on nous raconte. En plus, on nous les raconte quand on est enceinte, c'est parfait. Ouais, c'est nickel. Voilà, mais voilà, il faut alors prendre son courage à deux mains et se dire, allez, j'anticipe, je vais parler à une sage-femme, je vais voir, de toute façon, nos patientes, elles doivent aller voir l'anesthésiste, c'est obligatoire, hein, c'est une consultation obligatoire. Sinon, elles ne peuvent pas accoucher à la maison de naissance. Donc, elles ont quand même un contact au moins avec un médecin de l'hôpital. Mais parfois, ça ne suffit pas et on leur dit, fais une rencontre avec une sage-femme de l'hôpital et au moins, tu lui poses toutes les questions que tu as lui posées et elle va un peu démystifier les idées que tu as de l'hôpital. Voilà, parce que parfois, la plupart du temps, on a aussi une vision un peu erronée. Et je reviens sur autre chose, c'est que nous, on leur dit à nos patientes aussi de rédiger un projet de naissance. Voilà. Parce que nous, en tant que sage-femme d'accompagnement global à la maison de naissance, généralement, leur projet de naissance, on le connaît. Parce qu'on sait ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas, etc. Mais à l'hôpital, effectivement, ils sont soumis à des protocoles, ils ont moins le temps que nous, hein, ils ne sont pas en one-to-one, hein, donc ce n'est pas évident aussi pour eux. Donc, on leur dit à nos patientes d'écrire un projet de naissance en cas de transfert.
Ouais, bien sûr, mais quand tu accouches à domicile, c'est pareil, tu fais ton Ouais. dossier, tu rencontres l'anesthésiste et d'ailleurs, ben, moi, je fais partie de ces cas-là où je suis arrivée à la maternité, ben, ils avaient dans les mains mon projet, ils savaient que bon, ben, en plus, ma sage-femme à domicile les avait contactés pour, annoncer mon arrivée et tout, mais j'ai été hyper respectée dans, ce Voilà. processus Mm. quand même, même si j'ai été transférée, j'ai été respectée dans mon désir de, ben, Oui. voilà, de tout ce que je ne souhaitais pas comme Ouais. intervention et il y a aucune de mes exigences qui n'a pas été respectée. Mm. Mais ça Rien. c'est génial. Après, faut quand même le dire, c'est pas toujours le cas. Non, Donc, c'est pas toujours le cas, mais ça, je pense aussi que c'est bien de dire que ça arrive, voilà, bien sûr, bien sûr. tu Mais vois? en fait, Euh, c'est super parce que, et je pense que ça va arriver de plus en plus je parce pense que aussi. des maisons de naissance, des accouchements à domicile, ça va se démocratiser, j'espère. En tout cas, les maisons de naissance, il y a plus de 30 projets en France d'ouverture. Donc, il va y en avoir plus, il va y avoir encore plus de collaboration avec les hôpitaux. Et en fait, les hôpitaux, au début, bah, c'est un peu bizarre pour eux aussi. Ils acceptent ce projet, ils savent pas trop à quoi s'attendre. Et puis, bah, au début, les transferts, bah, ils sont pas faits hyper à 100% comme ils aimeraient. Donc, nous, on échange avec eux et puis on met des choses en place pour que tout le monde, chacun de notre côté, on soit satisfait aussi. En fait, le but, c'est quand même que tout le monde soit Bien sûr. satisfait et que ça se passe bien. En fait, il n'y a pas de, faut arrêter cette guéguerre, ces jugements aussi, bah elle va accoucher sans péridurale, bah ok, Ouais, très ouais. bien, et ben ah bah en fait elle a besoin de nous. En fait, c'est bon, on n'est pas, voilà, je veux dire, faut mettre les choses à plat. Tout le monde a besoin de tout le monde. On peut faire ça avec beaucoup de bienveillance. Et je crois que c'est d'ailleurs Elisa qui en parlait dans le podcast, de demander de la bienveillance en fait quand tu arrives à Oui, l'hôpital aussi, de pas avoir honte en fait de dire bah voilà, en fait, ça, c'est mon projet de naissance et j'aimerais, dans la mesure du possible, qu'on le respecte. bien Voilà. sûr, ouais, Et d'être dans qu'on ces reste. non, on est tous des humains, donc de Voilà, revenir à cette base, avant d'être, un praticien, avant tout d'être à une fait. mère qui accouche, là, un médecin en face, on est tous de revenir un peu d'égal à égal. Tout à fait. Et je trouve aussi dans ce que tu dis, dans cette même lignée, il y a cette notion qui est très importante quand on parle de démocratisation quelque part de cet accouchement physiologique, que ce soit en maison de naissance, en plateau technique ou bah, même à la maison. C'est vrai, de pas oublier que c'est nous les femmes, et moi je pense que c'est en ce sens, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu à cœur de créer ce podcast, c'est nous les femmes qui allons impulser ce changement Bien sûr. par une meilleure connaissance. Aujourd'hui, on méconnaît trop notre corps et ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on en soit, bah, comme tu dis aujourd'hui, dessine-moi un utérus et ton bébé dedans. Eh ben, je sais pas le faire. Et là, il y a un livre que j'ai partagé en ressources et je conseille à toutes les femmes de le lire. Ça s'appelle Chatologie. C'est Ok. de Louise Ouais. May et Claire. Enfin, c'est vraiment, il est trop bien. On en est aujourd'hui dans la méconnaissance de notre physiologie, de Bien sûr. notre corps, bah voilà, dessiner un utérus, ben voilà, c'est quoi une vulve, qu'est-ce qu'on Ouais. vient, Bien enfin il sûr. y a toutes ces notions-là et je pense que c'est revenir à la base et dans les livres, c'est très peu dessiné, c'est très peu imagé. On n'a pas reçu cette éducation, on n'a pas reçu ces connaissances et plus on sera dans cette connaissance de notre corps, de notre physiologie, plus naturellement, il y a des choses auxquelles on va dire non, où Bien on va sûr. se positionner, où on va, et là, forcément, ben, en face, le personnel qui va nous suivre va s'adapter. Bien sûr. Mais il y a eu tout ce discours aussi pendant des années, c'est la médicalisation de la grossesse et de l'accouchement qui font que beaucoup de femmes pensent qu'elles ont besoin de leur gynéco, de leur Bien sage-femme. sûr. Voilà. Mm. Et en fait, il y a ça aussi. Il faut vraiment, voilà, faut voilà, donner un autre paradigme à la naissance, parler de la puissance des femmes aussi, parce que bah, enfin, nous, on Complètement. le voit en fait. Nous, on le voit Bien sûr, bah oui. à la maison de naissance en tant que sage-femme. Et moi, je le dis toujours à mes patientes. Mm. Moi, je suis là, je suis ta sage-femme, d'accord? Mais en fait, moi, aujourd'hui, pendant ta grossesse, je te prépare pour que tu
je prépare souvent le couple d'ailleurs, donc je réponds à leurs questions parce que le papa, il est très présent, ça j'en reparlerai peut-être après aussi, mais Ah oui. on prépare le couple ou le coparent d'ailleurs, hein. On prépare le couple pour que le jour J, ils se sentent à l'aise, en sécurité, autonomes, et nous, on est juste les gardiennes de la physiologie. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va écouter le bébé de temps en temps, on va s'assurer que la maman, tous ses besoins soient remplis, en fait, qu'elle se sente bien, qu'elle ait chaud, qu'il n'y ait pas trop de lumière, qu'on appuie sur son dos si elle a besoin, mais on va rien faire sans demande de la maman, en fait. Si tu veux, on va vraiment... on est dans l'observation discrète, je vais dire ça comme ça, et on ne va pas examiner, sauf si, bien sûr, le travail a l'air d'être assez long ou on est un peu perdu dans ce qui se passe. On se dit, bah là, je pensais qu'elle en était plus là et la patiente, elle perd un peu patience, elle est un peu perdue. Elle aussi, ça arrive qu'on examine le col de l'utérus, mais vraiment, je pense que j'examine peut-être une patiente sur 10, quoi. Maximum, et une fois pendant son travail. Je te remercie d'utiliser ce mot de puissance parce que moi, c'est vraiment, tu vois, quand j'ai créé le podcast, et ça fait déjà, mon fils, il vient d'avoir 7 ans, ça fait 7 ans que j'ai tout ça en tête. Alors, je n'avais pas pensé au format podcast, je m'étais dit un blog, en tout cas. Pour moi, la naissance de mes enfants et mon fils, je me souviens de cette puissance à laquelle j'ai connecté. Mais bien sûr. Et vraiment, je me suis dit, waouh, mais en fait, on nous fait croire que nous, les femmes, on est des petites choses fragiles, mais les gars, on est des super méga puissantes. Quand tu as connecté à cette puissance-là, tu sors, mais tu te dis, mais en fait, c'est un truc de fou. Et c'est ce qu'on leur dit, nous, aux femmes qui doutent d'elles aussi. Et c'est vrai que tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est difficile d'y croire, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est quand même un truc de fou ce qu'on fait. Et on n'a pas besoin d'apprendre, en fait. Et c'est ce que je dis, moi aussi, en prépa, c'est qu'il y a des couples avec qui on parle juste pas de la pluie et du beau temps. On va quand même parler d'un peu de parentalité, etc. Mais juste pour se connaître. Et en fait, les femmes, elles sont tellement connectées à elles qu'elles savent qu'elles vont y arriver. Et elles y arrivent. Enfin, moi, j'ai aucun doute, en fait. Voilà, on pourrait être... parce que, oui, le corps, il sait. Il sait, bien sûr qu'il sait. Et en fait, c'est ça, c'est pour ça que j'en veux aussi parfois un peu au corps médical, dont je fais partie d'ailleurs. Mais je veux dire, des fois, on se positionne en sachant. En sachant, voilà, c'est ça. Et moi, j'ai des patientes qui viennent me voir et qui me disent, moi, j'ai besoin que tu m'apprennes à pousser. Alors moi, maintenant, je rigole, mais je rigole en donnant une explication après, je ne me fous pas d'elle, mais je lui dis juste, mais en fait, tu n'as pas besoin que je t'apprenne. Tu vas voir le jour J. Tu vas voir que la poussée, c'est une poussée réflexe. C'est une poussée que ton bébé, il va appuyer, ta contraction, elle va t'aider. Et en fait, quand tu comprends tout ça, ce qui est parfois aussi un peu triste, c'est que les patientes, quand c'est leur deuxième, troisième, elles se rendent compte qu'en fait, pour leur premier à l'hôpital, on n'a pas respecté ce réflexe de pousser. On n'a pas respecté le fait qu'elle ait envie d'être juste accroupie. Voilà. Et il y a tout ça. Nous, en tout cas, on respecte ça et on essaye en tout cas de laisser complètement, et on y arrive bien, je crois, la femme faire, être libre de ses mouvements. Et on a des merveilleux accouchements qui se passent merveilleusement bien et c'est génial. Et c'est là qu'on voit toute la puissance de cette femme et de ce bébé. N'oublions pas le bébé. Oui, bien sûr. Oh là là, moi, je l'ai senti pour ma fille qu'elle s'est fait naître, quoi. J'ai senti sa force c'est vraiment important, on le dit pas assez, ça, tu as raison, dans la notion de c'est le bébé aussi. Mais bien sûr. Il a beaucoup, j'ai trouvé peu d'écrits d'ailleurs sur ce sujet, sur le rôle du bébé, tu vois, sur Elisa, elle en parle un peu sur ce côté, déjà avant même on se sente en travail, c'est le bébé qui a déclenché le travail. Tout à fait.
Tout Et à fait. ça, on n'a pas trop d'informations en effet là-dessus sur, Effectivement. voilà, lui aussi, il se fait naître. Mais moi, c'est ce que je dis toujours à mes patientes, c'est que le bébé, il a cette sagesse de naître, de savoir comment faire, de t'accompagner. Et j'insiste beaucoup sur la connexion aussi à son bébé, en fait. Pendant le travail, s'il y Mmh. a un moment où le lâcher prise, il est un peu difficile, où on n'est plus trop connecté à soi, très souvent, je rappelle à la patiente, même si je parle pas beaucoup pendant le travail en général, mais juste connecte-toi à ton bébé, pense à lui, parle-lui, et ton bébé, il est là, vous faites une équipe de fou, quoi. Et c'est assez exceptionnel. Et il y a aussi le rôle, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, du coparent ou du papa, peu importe, qui est là, l'accompagnant aussi, hein, parce que parfois, bah voilà, chaque femme a une histoire de vie différente et des fois, on a des accompagnants qui sont la sœur, la mère, voilà. Euh, la présence bienveillante qui est hyper importante et c'est pour ça que moi j'invite tous les parents, les accompagnants des femmes en travail à venir se préparer aussi, à déposer aussi leur peur parce que ça c'est aussi hyper important. Mmh. Une femme en travail, c'est une éponge, hein. Donc Ouais, c'est moi important que tu le dises. c'est ce que je raconte souvent à mes patientes, c'est que moi quand j'ai accouché pour mon premier, j'étais à la maison de naissance avec mes collègues chéris et mon amoureux. Donc, il y avait 3 personnes dans la salle en plus de moi et mon bébé. Et en fait, je regardais personne. Moi, j'étais vraiment dans ma bulle et j'avais pas du tout envie d'avoir de stimuli visuels, ni auditifs, ni de toucher. D'ailleurs, tous mes sens étaient concentrés sur mon bébé et sur mon accouchement. Mais donc, je voyais personne, mais je sentais la présence de chaque personne. Je savais exactement où étaient placés mes collègues, mon chéri dans la pièce, en fait. Et il y a ce côté sensation qui est si fort quand tu es en travail. Et moi, je l'ai vraiment beaucoup ressenti pour mon premier parce que ça a été un peu plus long que pour ma deuxième. Et c'est pour ça que si la personne avec toi, elle est stressée ou qu'elle parle un peu trop fort ou qu'elle te propose un Mmh. peu trop de trucs, et ben en fait, tu sens à quel point ça peut bouleverser cette cascade hormonale. Et c'est pour ça que c'est hyper important aussi que bah, on prépare aussi la personne qui accompagnera la femme qui accouche en fait. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais si Ouais. toi, tu as ressenti aussi. Bah, complètement. Enfin, moi, Guillaume, il a été un allié très, très Voilà. précieux et en effet, on a beaucoup travaillé sur ses propres peurs, ses propres limites, parce qu'au début, quand je parlais d'accouchement à domicile, ça l'a pas super emballé. Ça l'a plutôt un peu angoissé. Puis une fois qu'il était préparé, en effet, il a eu accès à la connaissance de, OK, c'est quoi la physiologie? C'est quoi les risques? Comment ça se passe? Enfin, tu vois, connaissance, parce que ce qui fait peur, c'est l'inconnu, en vrai. Mais bien sûr, et souvent les papas, ils sont quand même un peu moins formés que nous par rapport à ça. Enfin, nous, c'est quand on a le projet d'avoir un bébé, etc. Généralement, on s'informe quand même pas mal et le papa, il se laisse un petit peu porter au début et enfin, je fais une généralité là, c'est pas bien, mais c'est quand même la plupart du temps comme ça, en tout cas dans les retours que j'ai de mes patientes. Et en fait, quand le papa, il comprend, quand le papa, on lui donne des explications aussi sur, par exemple, le premier accouchement qui a été un peu traumatisant pour lui parce qu'en fait, il a tout vu, mais on lui a rien expliqué. Et ben en fait, tout prend sens quand on lui Mmh. explique. Et en fait, bah, du coup, c'est encore un meilleur allié le jour J et c'est hyper important. Nous, on le dit, hein, on le répète, si le père, il n'est pas OK avec le projet, en fait, il y a des grandes chances que ça ne le fasse pas, en fait. Parce que Ouais, bien sûr. s'il est là, et en fait, nous, on ne force personne. C'est pareil, le papa qui nous dit, moi, je ne le sens pas, j'ai pas envie d'être dans la pièce, bah, pas de souci, enfin, fais comme tu as envie. Enfin, voilà, faut se dire aussi que on laisse le choix, en fait. Ça, s'il y a une phrase qu'il faut retenir, c'est on laisse le choix à tout le monde de faire ce qu'il a envie dans la mesure du possible, bien sûr, et du réalisable en fonction de la situation. Mais c'est important que tout le monde se sente à l'aise aussi avec la situation. Et comme j'ai dit Oui. tout à l'heure, c'est normal d'avoir des appréhensions. C'est normal de se dire, oh là là, j'ai l'impression que ma femme, là, c'est dur pour elle. Oui, bien sûr, c'est normal. Mais
s'il a plein de petites choses à faire, qu'il sait ce qu'il peut faire pour soulager sa femme, mais ça change tout en fait. Ça change tout parce que parce qu'il n'est pas impuissant. voilà. Le but, c'est d'être Mm. acteur. En fait, le couple, il est protagoniste dans ce moment-là. C'est tellement important. On ne vit pas 1000 fois cet événement et ils doivent être au centre de ce moment-là. C'est la venue de leur bébé. En fait, nous, on n'a rien à foutre ici, hein. Nous, on est juste sage-femme. On est là juste pour s'assurer que tout se passe bien, mais on rentre dans leur intimité la plus profonde, quoi. Moi, c'est ce que je dis à mes patientes. Et des fois, ça les fait rire. Mais c'est comme si je rentrais dans ta chambre quand vous faites l'amour, en fait. C'est pareil, hein. Pour Mais moi. oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, on ne le dit pas assez. C'est pour ça que c'est important quand tu disais dans cet accompagnement global que vous proposez, cette notion de bien se connaître, de ma présence ne te dérange pas, parce que à un moment, il n'y a pas plus, en effet, hormis la sexualité, il n'y a pas de moment de plus grande intimité Bien que sûr. le moment de l'accouchement. Bien sûr. Sauf si tu le compares à la sexualité. Et en effet, quelqu'un qui rentre dans ta chambre alors que tu es en train de faire l'amour, ben, je pense pas que tu vas avoir d'orgasme, hein. Voilà, c'est ça. Mais c'est complètement ça. Et en fait, c'est pour ça aussi que quand on a des récits d'accouchement à l'hôpital, où ça s'est moyennement bien passé parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, parfois on crée un peu cette pathologie malheureusement parce que simplement, tu arrives à l'hôpital, combien de patientes, moi j'ai eu quand je travaillais à l'hôpital, elles arrivent à l'hôpital, elles me disent, je vous jure, je contractais toutes les 2 minutes. Son mari me dit, Oui. je vous jure, elle contractait toutes les 2 minutes. Et ben en fait, bien sûr, mais moi je la crois en fait. Mais en fait là, tu arrives dans un lieu que tu ne connais pas. Tu me vois moi, alors j'ai beau être, je pense, agréable au premier abord et bienveillante, je l'ai accueillie de façon chaleureuse, etc. Mais en fait, elle arrive dans l'hôpital, il y a plein de lumière, les néons de l'hôpital, c'est un enfer, c'est de la lumière à n'en plus finir qui va inhiber cette sécrétion de mélatonine dont on a besoin pour sécréter l'ocytocine. Et du coup, voilà, c'est une cascade hormonale qui est, qui est mise à mal. Ouais, puis pour peu qu'on te dise, faut passer par le bureau d'accueil pour donner tes papiers, ta pochette avec ton groupe sanguin et machin, ton truc, ta carte vitale. Merci, quoi. Mais oui. Mais en fait, ça, tu vois, il y a. Bon, après, structurellement parlant, c'est difficile de faire autrement à l'hôpital, je pense. Enfin, c'est compliqué à mettre en place, je pense. Mais il faudrait avoir des sas d'entrée un peu tamisés. Enfin, ça, c'est l'utopie du truc, mais mettre en place des choses qui font qu'on n'inhibe pas cette sécrétion d'ocytocine et surtout, on ne stimule pas cette sécrétion d'adrénaline. Mais voilà, et nous, c'est ce qu'on essaye en tout cas de faire à la maison de naissance parce que quand tu arrives à la maison de naissance, donc nos patientes, elles nous appellent, elles savent exactement quand elles doivent nous appeler. Souvent, c'est le papa d'ailleurs qui nous appelle parce que quand elles partent, elles sont déjà altérées psychiquement, elles sont dans leur bulle et elles sont déjà pleines d'hormones, nos patientes, donc elles sont plus dans le mode je vais prendre mon téléphone et appeler ma sage-femme. Souvent, c'est bon signe quand c'est le papa qui nous appelle. Oui. Je me souviens de ça quand la maman elle est plus en capacité de parler et vraiment prendre les décisions, c'est que ça y est, elle rentre dans le travail, quoi. Elle est plus dans le pré-travail. Et du coup, nous, les papas, ils nous appellent à ce moment-là et généralement, on leur donne une heure. Enfin, par exemple, je sais pas, ils nous appellent à minuit, on lui dit, écoute, on se rejoint à minuit 45, le temps de faire la route, le temps, voilà. Et nous, on arrive souvent avant le couple. Comme ça, on prépare la salle. Donc, c'est déjà tamisé. Si c'est l'hiver, souvent, on chauffe un peu avant. Voilà, si la patiente, on sait que c'est un deuxième bébé et qu'elle voulait absolument la baignoire pour son accouchement, comme on sait que ça peut aller vite, et on va préparer la baignoire. J'ai un petit bébé, moi aussi, ici, qui veut participer. Qui se manifeste. Voilà. Il a son mot à dire. Du coup, vraiment, l'environnement, il est primordial. De se sentir en sécurité. Il y a un petit détail aussi, nous, à la maison de naissance, on demande d'amener les draps de la maison, les coussins, si on a envie, les choses qu'on a envie d'amener pour vraiment déjà ramener un peu le microbiote de la maison et puis se sentir à la maison, en fait. Se sentir bien. C'est important. Ouais. Puis on parle au niveau olfactif, c'est un de nos sens qui peut être très exacerbé au moment de la naissance. Donc aussi,
c'est important de retrouver ses odeurs, ça peut être sécurisant. Tout à fait. Donc voilà, c'est sûr que c'est en tout cas ce qu'on essaye de faire et je pense, d'après les retours de nos patientes, on a quand même pas mal de bons retours. C'est vrai que ce côté maison de naissance, c'est accoucher en sécurité avec l'hôpital pas loin et je pense que c'est super que les maisons de naissance soient pérennisées et qu'il y en ait plein qui vont ouvrir en France, j'espère très vite, Bien parce que sûr, ouais. ça laisse le choix aux gens. Ça laisse le choix au couple, à la maman. Et en fait, c'est juste primordial d'avoir le choix de pouvoir faire naître son bébé dans les conditions qu'on a choisies, quoi. Enfin, c'est juste... enfin, pour moi, c'est la base, en fait. C'est la base. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein, de l'humanité. Puis c'est aussi un moment de retrouver beaucoup de puissance dans ce moment-là, en fait, Bien de sûr. confiance, de De puissance en son redonner confiance corps. aux femmes, bien Mmh. sûr, mais enfin, moi, c'est ce que je dis à beaucoup de patientes, mais même d'amis. Euh, ayez confiance, en fait, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour accoucher, en fait. Tu as tout en toi pour le faire. Et je leur conseille toujours de lire mon mentor qui est Michel Audin, mais j'imagine que toi aussi, Mmh. tu l'aimes beaucoup. J'adore Michel Audin, ouais. Voilà, mais C'est vrai que j'en lui, ai peu parlé, je te remercie parce que j'en ai peu parlé dans mes références et j'ai lu quasiment tous ses livres. ah oui, mais en fait, Ouais. il est exceptionnel. Et comme il dit, aujourd'hui, on veut changer beaucoup de choses en matière d'écologie, etc. Bien sûr, c'est hyper important, mais changeons les naissances aussi, mon Dieu, parce que c'est les naissances, on a dénaturé la naissance en mettant les femmes en position gynéco, en leur disant, de toute façon, tu n'y arriveras pas si on ne te met pas de péridurale. Enfin, voilà, enfin, je veux dire, ça doit être un choix. On doit pouvoir le choisir. C'est comme je le dis, moi, des fois, je suis des patientes qui n'accouchent pas à la maison de naissance. Si elle veut une péridurale, ben, bien sûr, en fait, je ne suis pas là pour lui dire ce qui est bon pour elle ou pas, mais je vais lui expliquer quand même la physiologie. Je vais lui expliquer ce qui se passe naturellement dans son corps pour qu'elle comprenne, pardon, et qu'elle fasse ses choix en conscience, en fait. Juste. Ouais, mais c'est ça qui est hyper important. Et puis de comprendre aussi qu'à un moment, notre péridurale, on est capable de la sécréter nous-mêmes quand on a le bon bain hormonal, qu'on est détendu, qu'on se sent bien. Naturellement, le corps, à un moment, il y aura tellement d'ocytocine qu'il va sécréter justement de l'endorphine. Et ça, c'est la meilleure des péridurales. Bien sûr, bien sûr. Et puis, et que ça a un impact sur après au niveau la récupération, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi cette notion de comment on récupère. Moi, je suis désolée, après mes 2 accouchements, je me sentais physiquement hyper bien, quoi. ouais, complètement. Fatiguée, certes, mais je me sentais bien. Je me sentais ouais, super en forme, forte. Bien sûr. Donc il y a aussi, ça me parle beaucoup ce que tu dis de la notion d'écologie, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on nous dit, oui, par exemple, prendre soin de notre planète, mais la dernière fois, je parlais avec mon mari et je lui disais, mais comment tu veux que les personnes, les gens prennent soin de leur environnement quand ils sont si peu à l'écoute d'eux-mêmes, de leur propre physiologie, de prendre soin même, voilà, comme tu dis, dans la naissance, de l'arrivée d'un être sur Terre, mais bordel, c'est quand même pas rien, quoi. Ah Il est ouais, où bien notre sûr. niveau de conscience après, tu vois, moi, je suis hyper, mais pour moi, il y a quand même un sujet. Et la dernière fois, j'en ai parlé avec une amie, elle me disait, bah ouais, c'est vrai, ce que tu dis, moi, je l'ai vécu. Je suis désolée, mais quand tu es sous péridurale et que tu es en train de regarder ta série préférée alors que tu es en plein travail, il n'y a pas un problème là? Enfin, quand tu parlais d'accompagnement, je suis en connexion avec mon bébé, mais elle est où la connexion avec ton bébé là, à ce moment-là? Bien sûr, bien sûr. Il est tout seul en fait. Tu laisses faire le job tout seul. Ouais. Démerde-toi. Moi, je sens plus rien de toute façon. Fais comme tu peux. Et peut-être qu'on viendra te chercher avec des forceps parce que normal, je sens plus rien. Donc à un moment, c'est hyper compliqué. Et c'est là en fait. Je reviens à ce que tu disais quand tu disais que les mamans, elles demandent d'apprendre à pousser parce que oui, quand on a une péridurale, en fait, le réflexe de pousser, peut-être qu'on l'a, mais il est très faible. Bien sûr, Alors que bien sûr. vous inquiétez pas, quand il n'y a pas de péridurale, il n'y a personne qui va te dire quand est-ce que c'est le moment de pousser. Bien sûr, mais complètement, mais ça c'est sûr, mais c'est comme,
enfin, on en revient à la même chose. C'est aussi le discours actuellement qu'il y a et qu'il faut changer en fait aussi parce que c'est l'accouchement, ça fait mal, c'est horrible. Après, je te dis pas le postpartum, c'est horrible aussi. Mais en fait, ça peut aussi bien se passer en fait si on se respecte dans nos choix, si on est bien accompagné, etc. Ça peut aussi très très bien se passer. Et je pense que comme tu le disais pour ton transfert qui s'était finalement très bien passé, il faut raconter ça aussi, il faut raconter le positif et quand ça se passe bien, parce que en fait, les gens ont tendance à raconter quand ça se passe mal, mais quand ça se passe bien, bah, ça passe un peu à la trappe en fait. C'est un peu moins intéressant peut-être, j'en sais rien, mais faut le dire, faut remettre ça à l'ordre du jour et en parler. Et c'est super qu'il y ait des podcasts comme tu fais parce que bah, c'est comme ça que l'information, elle va être véhiculée aussi, quoi. Et c'est top. Bien sûr, ouais, d'en parler. Bah, d'ailleurs, j'invite vraiment les femmes qui ont eu des accouchements où ça s'est bien passé et qui se sentent de témoigner dans le podcast. Là, j'ai vraiment à cœur de développer cette partie-là maintenant de plus de témoignages de femmes. Bien sûr, mais ça, c'est… D'ailleurs, Mélanie, tu seras peut-être le prochain témoignage parce que toi, écoute, moi, je veux bien, il n'y a pas de souci. J'ai 2 accouchements à la maison de naissance à mon actif auxquels je peux vraiment parler, même si c'était rapide les 2, je peux en parler. Je peux même en parler avec plaisir. Un épisode, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais on te retrouvera dans un prochain épisode avec grand plaisir pour que tu témoignes de ces accouchements. Mais voilà, mais en tout cas pour revenir juste aux maisons de naissance, il y a de plus en plus de demandes, effectivement, hein, ça c'est clair. Donc les places sont chères aussi, ça c'est quand même un message à faire passer aux patientes parce que quand on a ce projet-là, il faut, dès qu'on est enceinte, faire la demande en fait. Bien sûr. Et juste, oui, parce mais après, il y en a plein d'autres qui vont ouvrir bientôt. Bien sûr. Et juste pour clore cet épisode, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on retrouve l'annuaire des… Bon, je suppose, on tape maison de naissance et puis on a accès. Il y a accès vraiment quand tu tapes même sur Google, hein, maison de naissance France, tu as accès à vraiment à toutes les maisons de naissance qu'il y a. Il y a même la carte tous les projets en France. Donc, les femmes peuvent regarder. Bon, alors après, ça va prendre du temps, hein, des ouvertures, parce que nos collègues qui veulent ouvrir des maisons de naissance, elles sont en démarche auprès des hôpitaux. Ils doivent trouver des hôpitaux qui sont OK avec le projet. Et voilà, les hôpitaux, les chefs de service, il y en a qui sont plus ou moins ouverts que d'autres aussi à l'idée, hein, bien sûr, ça c'est une réalité. Donc, je pense que ça va prendre un peu de temps, mais là, il y en a une qui… Mais plus on sera nombreuses aussi à faire la demande et plus ça reste un marché d'offres et de demandes en fait. Donc, plus on va demander, plus l'offre, elle va se développer. Et puis, je pense qu'on a quand même les maisons de naissance qui existent déjà depuis maintenant 2016 ont fait leurs preuves. C'est pour ça qu'elles ont été pérennisées. C'est pour ça qu'on permet d'en ouvrir d'autres. Donc, on est quand même sur une belle lancée, je pense. on est quand même sur une belle lancée. Et du coup, pour l'inscription aux maisons de naissance, ce qu'il faut faire, en tout cas, par exemple, à Bourgoin, je donne l'exemple de Bourgoin parce que pour les autres, j'imagine que c'est un peu similaire. On a un site internet de la maison de naissance, donc Premières Heures au Monde à Bourgoin. Et en fait, il y a une prise de contact et on a une intendante qui gère les mails et en fait qui va nous envoyer les demandes par mail, nous, aux sages-femmes, et c'est nous qui prenons contact avec nos patientes. Génial. Donc, n'hésitez pas à contacter les maisons de naissance autour de chez vous, à vous renseigner aussi s'il y a des pôles physiologiques peut-être, enfin voilà, à chercher parce que l'information, elle est encore trop peu donnée. Elle est encore un peu opaque et comme tu le disais, il y a encore certaines sages-femmes qui savent même pas qu'il y a des maisons de naissance. Elles sont de plus en plus rares, mais même des gynécologues. Donc vraiment, c'est à vous les femmes, à vous les futures mamans de prendre le sujet en main et pour reprendre ce pouvoir qui est à nous en fait, à nous les femmes de la naissance de notre corps, de nos bébés qu'on met au monde et on veut choisir en fait, on veut faire ça comme on a envie. Et puis, merci beaucoup Mélanie en tout cas. De rien.
Pas de souci. C'était Tu avec voulais dire une dernière chose? oui. Non, ouais, je suis désolée. Je pourrais en parler pendant Non, des mais heures. avec plaisir, franchement, c'est génial. Non, mais c'est ce que je voulais dire aux femmes, c'est aussi que si elles ont un doute, parce que comme je disais, parfois on doute aussi de ce qu'on veut vraiment. Bien sûr. Et aussi, est-ce que je suis éligible à la maison de naissance dans le sens où j'ai cet antécédent médical, est-ce que je peux y aller, etc. Mais n'hésitez pas à prendre des premiers rendez-vous avec vos sages-femmes et nous, on vous donne la réponse en fait tout de suite en vous disant là, ça, c'est pas possible, c'est une contre-indication, mais au moins, voilà, on reste pas longtemps avec nos doutes et puis souvent, on a besoin d'informations nous, on prend, en tout cas, nous, comment on travaille, c'est qu'on prend 1 heure avec les couples pour un premier rendez-vous pour leur expliquer un peu tout ce que j'ai expliqué dans le podcast là, mais un peu plus parfois en détail et en fonction surtout des questions des couples. Et du coup, prenez un premier contact, ça coûte rien et puis au moins ça vous ouvre à autre chose. C'est top en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire parce que c'est quand même important. Je suis d'accord avec toi dans ce côté de projet de naissance. Moi, j'invite vraiment les femmes que j'accompagne au travers de l'accompagnement Mama Libré, vraiment à aller chercher autour d'elles différentes ressources. Bien sûr. Là, il y a une maman que j'accompagne, je lui dis va rencontrer cette sage-femme. Elle me dit j'hésite avec la domicile. Va la rencontrer, Voilà. va rencontrer celle en plateau technique, va rencontrer la maison de naissance. Et une fois que tu auras fait le tour, tu auras plus d'éléments pour faire ton choix. Tout à fait. Et nous, on a plein de patientes qui vont voir, qui ont un projet, par exemple, à domicile et qui viennent quand même nous voir pour savoir comment ça se passe avec nous, en fait, par exemple. Et finalement, nous, on n'est pas vexés, hein, il n'y a aucun problème. La place sera pour quelqu'un d'autre. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Tu peux venir juste pour savoir comment ça se passe et puis me dire finalement que tu n'es pas OK avec ce projet. Ça nous arrive, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, elles se sentent libres, surtout, de s'informer. Ouais, la liberté de s'informer et en même temps s'informer pour avoir cette liberté. Tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est un beau mot de conclusion, je crois. Merci Mélanie, je te dis à très bientôt. Avec grand plaisir. Une belle fin de journée avec ton petit bébé. Et à bientôt sur Mama Libré. À bientôt.